Bonjour à tous et bienvenue sur cette compilation d'épisodes de Kawa Littéraire, le format Instagram où je vous raconte des anecdotes littéraires amusantes ou étonnantes. Je profite aussi de cette intro pour vous remercier de l'accueil absolument extraordinaire que vous êtes en train de faire à mon dernier livre, Le Mari de Nuit, qui est sorti récemment chez Gallimard. Vous êtes juste les meilleurs. Bon visionnage. Ah, les écrivains, ces personnes énigmatiques, secrètes, à la vie parfois sulfureuse, des candidats parfaits pour devenir des héros de films. Penchons-nous sur la place des personnages d'écrivains dans le 7e art. S'il y a pléthore de personnages d'écrivains au cinoche, c'est beaucoup grâce à Stephen King. Il adore mettre en scène des romanciers un peu losers et un peu alcooliques, comme dans Fenêtre secrète ou Shining. On a récemment vu apparaître un personnage d'écrivain assez lumineux dans le film Des mains en or. Mais bon, on va pas se mentir, dans l'ensemble, les personnages qui écrivent, c'est pas des gens très fréquentables. Et c'est pas Pierre Ninet qui nous dira le contraire, lui qui a campé un écrivain menteur et voleur dans Mascarade et Un homme idéal. Ce dernier film raconte l'histoire d'un apprenti romancier qui vole l'œuvre d'un auteur décédé. On se délecte des petits détails très réalistes sur le monde du livre, comme par exemple la lettre de refus automatique. Mais êtes-vous prêt à découvrir le clin d'œil d'initié le plus secret du film? La maison d'édition à laquelle le personnage envoie son manuscrit n'existe pas. Par contre, le siège de la société se situe aux 12 rue du Cherche-Midi, qui est le nom d'une maison d'édition, qui s'est justement appelée comme ça parce qu'elle était implantée au 32 rue du Cherche-Midi. Mais bon, ça c'était jusqu'à son déménagement en 2012. Coïncidence? Je ne crois pas. À bientôt pour plus d'anecdotes littéraires. La semaine dernière, on a vu comment des personnages d'écrivains hommes ont envahi le 7e art. Mais les personnages d'écrivaines alors? Les films mettant en scène des femmes romancières se focalisent généralement sur des autrices qui ont réellement existé. Parmi les films d'inspiration biographique à voir absolument, je vous conseille The Hours. Ça met en scène Virginia Woolf, mais aussi une lectrice et une éditrice, dressant ainsi un joli panorama de la place des femmes en littérature. Il y a aussi Sagan, un film très réjouissant sur la vie hédoniste de l'autrice de Bonjour Tristesse. À éviter en revanche ce biopic de Jane Austen qui transforme l'autrice d'Orgueil et Préjugés en une midinette sans consistance. Et les romancières dans les fictions alors? Eh ben, j'en connais pas des masses. Il y a bien sûr l'héroïne du Bonheur des Uns, qui montre une primo-romancière, éditée chez Grémillard. On voit tous de quelle maison d'édition il s'agit. Dans le film, la jolie autrice incarnée par Bérénice Bejo écrit un premier roman autobiographique, ce qui est une stratégie très courante. Tout simplement parce que c'est plus facile d'y injecter de l'émotion, et puis surtout on risque moins de manquer de cohérence puisque c'est vrai. Françoise Bourdin, l'une des autrices les plus vendues en France, dira même à ce propos « Je crois que presque tout premier roman a quelque chose d'autobiographique. On a souvent envie de raconter sa vie, c'est un peu présomptueux, mais on est tous dans ce cas-là. » À bientôt pour plus d'anecdotes littéraires. Un poème sur les violences gynécologiques? Oui, ça existe. Alors vous me direz, en littérature, il y a plein de choses dégueulasses qui existent, hein? C'est pas si étonnant. Oui, mais là ce qui est problématique, c'est que c'est tiré d'un traité médical, écrit par un docteur en médecine. Quand j'ai vu ce petit texte en rime intitulé « Le spéculum », je me suis dit « Oh, c'est mignon !» Ah non, ils ont enfin fait une ode au progrès de la forme de cet instrument. Oui, parce que c'est déjà pas agréable de nos jours, mais imagine avant, quand au lieu d'avoir 2 mini chausse-pieds imbriqués pour t'écarter, t'avais 3 pics serrés par une vis à manivelle. Oh. Mais je me trompais sur le propos de ce poème daté de 1887. Prêt à entendre ce récit coloré d'une cautérisation vaginale suivi d'un attouchement par le médecin? Yeah! Catinette, en quelque aventure s'étant éraillé le satin, va consulter un beau matin. Un tube d'étroite ouverture dans un pâle reflet d'étain guide le regard incertain au sein de sa riche nature. Voilà le bobo découvert, à nous la flamme, à nous le fer, mais ô faiblesse de la bête! Pardon, je disais donc, mais oh, faiblesse de la bête, son cautère à peine soufflé, l'opérateur courbant la tête adore ce qu'il a brûlé. Voilà! Et vous, c'est quoi l'œuvre dont la lecture vous a le plus dérangé? Écrire, c'est une activité compliquée. Alors pour ne pas devenir complètement dingo, nos écrivains préférés s'imposent des routines étonnantes. Voyons ensemble leurs habitudes les plus étranges dans notre kawa littéraire du jour. Certains auteurs sont des fétichistes de la couleur. Barbet d'Aurevilly, par exemple, n'écrit que en rouge. Quant à Simon, il rédige ses romans sur des enveloppes jaunes. Il n'avait que ça sous la main quand il a écrit son premier best-seller, du coup il a continué par superstition. Ça lui a plutôt réussi parce qu'il a vendu plus de 500 millions d'exemplaires de ses livres dans le monde entier.
Écrire dans le brouhaha des cafés, c'est la recette miracle de J.K. Rowling et Baptiste Beaulieu. L'autrice d'Harry Potter fréquente le Elephant House, alors que le médecin de la littérature a choisi le café de la librairie Ombre Blanche. Une fois le texte terminé, rien de tel que de se relire à voix haute. C'est l'habitude de Virginia Woolf, Maëlys de Carengal et Flaubert, bien sûr. Ce dernier explose les décibels au point de se comparer à un gorille hurlant dans les lettres qu'il adresse à sa nièce Caroline. Bon, et quand vous avez une bonne V1 de votre roman, vous faites quoi? Eh ben, vous recommencez tout depuis le début. Bernard Werber et Stephen King réécrivent tout sans faire de copier-coller depuis leur premier manuscrit. Le but, extraire les scènes à garder absolument et abandonner les passages que leur mémoire a effacés. Ingénieux et courageux comme démarche. À bientôt pour plus d'anecdotes littéraires. Dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des bandeaux. Alors d'habitude je râle à leur sujet, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la bonne raison pour ajouter un bandeau. Pourquoi? Eh ben parce que... y a un bandeau sur mon livre qui sort chez Gallimard. Mais attendez, je peux tout vous expliquer. Avoir une belle image en couverture, ça permet d'attirer le regard du lecteur. Les libraires sont donc plus enclins à mettre en valeur les ouvrages bien illustrés. Mais en même temps, il existe en France un courant d'attraction très fort pour les livres aux couvertures sobres. Le must, un fond uni et clair avec une typographie élégante. Avec cette recette, Gallimard et les éditions de Minuit ont imposé dans l'esprit du lectorat français qu'une couverture typographique, c'était synonyme de grande qualité littéraire. Ce qui explique que toutes les grandes maisons reprennent ces caractéristiques pour leur collection littérature. Les anglo-saxons ne comprennent pas du tout cette mode qu'ils appellent le phénomène Yellow Book. Mais bref, quand on a la chance de signer dans une maison d'édition à la couverture emblématique, on a donc envie d'afficher son appartenance à cette maison. Et en même temps, on doit attirer le regard par une belle iconographie. Dans ce cas précis, le bandeau permet donc d'obtenir un double effet waouh sur le lecteur. Waouh, la belle photo! Waouh, mais attends, c'est un Gallimard en fait! Alors j'ai pas changé d'avis, les bandeaux, c'est pas écologique. D'ailleurs, je veux négocier qu'il n'y en ait pas sur mon premier roman qui arrive très bientôt. Seulement pour que je puisse obtenir gain de cause, il faudrait que je pèse un peu plus. Donc si vous voulez m'aider à combattre les bandeaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Achetez ce livre en masse, même s'il a un bandeau. Que dit la littérature du postpartum? Vous savez, cette période de 3 ans qui suit la naissance d'un enfant et pendant laquelle les femmes subissent un véritable cataclysme. Dans leur style radicalement différent, Darrieussecq et Ernaud s'accordent à dire que le postpartum est exténuant. Abécassis parle de l'enfer domestique que toutes les mamans ont connu. Tu sais, celui où tu n'as pas le temps de prendre une douche, ni de te nourrir, et où les parties de jambes en l'air, ça se résume à mettre les pieds au mur parce que tu viens de faire un malaise vagal. En revanche, mon maître et mon vainqueur présentent une femme en postpartum qui cumule pouponnage de ses jumeaux, reprise du travail, beauté, vie de famille et marathon de baise avec son amant. Comme l'a souligné Alice Zéniter, les auteurs de fiction ont une responsabilité dans l'invisibilisation des femmes et de leurs difficultés. Dévastées de ne pas pouvoir répondre aux injonctions patriarcales véhiculées par les romans ou par les films, plus de 15% des femmes développent une dépression postpartum, au point que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes mères. En France, une femme par mois se tue parce qu'on ne lit pas assez Abécassis. Alors pour faire bouger les mentalités, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, les podcasts. Ces contenus audio nés dans le début des années 2000 sont devenus complètement incontournables en littérature. Les lecteurs s'en emparent pour partager leurs coups de cœur et les auteurs en enregistrent pour montrer les coulisses de leur métier. C'est parti pour un top 3 des podcasts d'écrivains les plus inspirants. Avec Les Fleurs d'un monde flottant, Amélie Nothomb nous raconte le Japon au sens large, depuis la voie du Shinto jusqu'au suicide des samouraïs. Mais la littérature n'est jamais très loin. Vous avez remarqué qu'il y a des blancs étranges entre certains paragraphes dans les romans de Nothomb? Eh bien c'est à cause du théâtre No. Et vous savez pourquoi Amélie écrit des livres de plus en plus courts? Ça se comprend quand on se penche sur la philosophie du haïku. Bookmakers, c'est le podcast indispensable pour comprendre le processus de la création littéraire de l'intérieur. Le romancier Richard Guettet propose à ses invités de disséquer leurs propres livres avec des questions très précises mais qui en disent long, tels que quel est le mot qui revient systématiquement dans vos textes et que vous chassez? Ou bien encore, comment s'organise la correction de vos romans avec votre éditeur? Avec La Source, Cécile Coulon part à la recherche de l'origine de l'inspiration des écrivains qu'elle reçoit. Elle explore leurs souvenirs d'enfance, leurs livres fétiches, mais aussi le terroir qui accueille physiquement leurs séances d'écriture.
Mention spéciale à l'épisode réservé à Richard Guettet qui se termine sur un exceptionnel coup de théâtre. À bientôt pour plus d'anecdotes littéraires. De Marguerite Gauthier à Madame de Merteuil, la maladie donne toujours une formidable dimension à nos personnages préférés. Mais saviez-vous que les auteurs aussi ont eu des ennuis de santé ? Saviez-vous par exemple que Balzac est complètement addict à l'héroïne, à l'opium, à l'alcool? Non, au café. Mais alors au café, à des doses pas permises. Quant à Flaubert, il est mort en 1880 à seulement 58 ans. Malheureusement, c'est pas très étonnant parce que Flaubert était en surpoids important et il faisait également des crises d'épilepsie. D'ailleurs, pendant l'une de ces crises d'épilepsie, il s'est mangé le nez par terre et il en a gardé une déviation de la cloison nasale assez importante. Dans la catégorie La famille, c'est rien que du bonheur, saviez-vous que l'auteur de 20 000 lieues sous les mers s'est fait tirer dessus par son neveu? Heureusement, son neveu Gaston visait très mal, donc il a juste pris la balle dans le pied. Mary Shelley aurait écrit Frankenstein sous privation de sommeil en 3 jours seulement. D'après la légende, c'était un pari entre amis. Ne pas dormir pendant 3 jours, c'est pas bon du tout pour la santé et ça provoque des hallucinations hypnagogiques. En gros, c'est quand le cerveau pète un câble et qui se met à voir, à entendre ou même à sentir des choses qui n'existent pas. Même formule pour le grand Frank Kafka qui souffrait d'insomnie sévère et qui faisait exprès de se priver de sommeil lorsqu'il voulait écrire. Kafka a même écrit dans une lettre à Max Brod « Il y a d'autres formes d'écriture, la nuit, quand la peur remplace le sommeil ». Que dit la littérature de la préhistoire? Vous savez, cette longue période de temps, entre 4 millions d'années et 12 000 ans avant JC, où nos ancêtres ont inventé le feu, l'art et bien sûr le langage. Eh bien, figurez-vous que la préhistoire est un sujet bien plus traité que vous ne le pensez. Si je vous dis calligramme, vous pensez probablement à l'inventeur de cette forme poétique où le texte devient un dessin. J'ai nommé Monsieur Guillaume Apollinaire. Mais connaissez-vous son pote, Pierre-Albert Birot? C'est juste le co-inventeur du terme surréalisme. Eh bien, ce monsieur a composé Silex, poème des cavernes, une œuvre saluée à l'époque et qui est depuis tombée dans l'oubli. Flaubert s'amuse avec les clichés de la préhistoire dans son sottisier de Bouvard et Pécuchet grâce à ce poème. Un préhistorique, ciel atroce, loup, grotte, portrait de l'homme, ours, il viole une femme, il tue un homme pour la violer, mange l'homme, et comme la femme en veut un morceau, il la tue, mange, et s'endort tranquille. L'humour est souvent associé à la thématique de la préhistoire. Le récit de la vie de nos ancêtres est alors utilisé pour faire réfléchir le lecteur à ses comportements actuels, et ainsi faire ressortir l'absurdité de notre vanité. C'est ce que propose Raymond Queneau dans Petite cosmogonie portative, Umberto Eco dans Pastiche et Postiche, et Jean-Marie Laclavetine dans Demain la veille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, soit virtuellement, soit en librairie, parce qu'en ce moment je suis en train de faire une grande tournée en France, en Suisse et peut-être même en Belgique. Donc si ça vous dit qu'on se rencontre en vrai, toutes les dates de la tournée sont dans l'onglet communauté de cette chaîne.